Le monde du travail fait partie de la vie de la majorité d'entre nous. Certains y consacrent même toute leur existence, jusqu'à leur mort. Ils vont travailler aussi longtemps que l'énergie va être là, la santé va être là. Il y en a d'autres, cependant, qui ont débuté une carrière, débuté une profession, ou même un métier qui les passionnait et pour lequel ils auraient consacré leur vie, mais il est arrivé des choses sur le plan relationnel dans le milieu de l'emploi qui a fait en sorte qu'ils ont dû tout abandonner. Et abandonner dans des circonstances vraiment toxiques, hautement toxiques. Quand on parle du harcèlement au travail, eh bien, c'est ça dont il va être question présentement. En fait, on va parler de trois formes particulières de harcèlement au travail. Elles peuvent toutes être intégrées dans le cas d'une même personne, ce qui devient extrêmement toxique pour cette personne-là. Et parfois, il n'est question que d'une de ces formes-là, mais on ne peut pas comparer du tout l'impact du harcèlement au travail d'une de ces formes-là pour chaque individu parce qu'on est tous différents. Alors, allons-y, essayons de démêler ça et surtout de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ne pas attendre. Il ne faut pas attendre quand on est victime de harcèlement au travail, quand c'est nommé, quand c'est perçu. Il faut réagir parce que sinon, c'est notre santé mentale, notre santé même physique qui peut être compromise. Voici les trois principales formes de harcèlement qu'on retrouve au travail. Puis quand on parle de travail, en fait, c'est dans différents milieux qui n'est pas nécessairement un endroit où on est rémunéré. Ça peut être dans un milieu bénévole également, où les personnes accorderaient de leur temps pour aider des personnes, mais que les collègues bénévoles s'en prennent à elles et la cible, dans le fond. Ça peut être un ou plusieurs collègues qui ciblent une personne. Cette personne-là devient le bouc émissaire et va recevoir tout le venin des personnes qui ont probablement de sérieux problèmes chez eux, mais tu deviens le défouloir de cette personne-là, de ces personnes-là. Alors, on a le harcèlement psychologique, on a le harcèlement discriminatoire et le harcèlement d'ordre sexuel, bien entendu, ceux-là qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps. En tout cas, c'est un thème très populaire. #MeToo. L'image de droite nous démontre une dame, je devrais l'appeler une dame, une bitch, qui est en train de jeter sa poubelle sur son collègue de travail. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas du harcèlement psychologique. Pourquoi tu n'as pas mis dans tes catégories le harcèlement physique? Ça, je suis d'accord avec vous, c'est un geste physique, mais à l'intérieur du cadre du harcèlement psychologique. Souvent, les gens vont poser des gestes, mais des gestes qui ne sont pas d'ampleur de nécessiter une dénonciation. Il n'y a pas de coups et blessures qui sont des suites de ça. Ce sont des gestes qui vont amener de l'humiliation. Et l'humiliation fait partie du harcèlement psychologique. Alors, on va voir chacune de ces catégories-là, et puis vous allez voir dans quelle mesure, oui, il y a d'autres formes de harcèlement, d'autres formes de gestes qui peuvent être posés, ou des non-gestes qui peuvent être posés, comme éviter quelqu'un. C'est un non-geste, si on veut, qui démontre, qui est là pour faire du mal à la victime. On va l'appeler la victime tout le long de ce merveilleux PowerPoint. Qu'est-ce que le harcèlement psychologique? On l'appelle aussi le harcèlement moral. Le harcèlement moral au travail. Eh bien, je vous ai mis des éléments à l'intérieur de ça qui permettent de bien définir ce qu'est le harcèlement psychologique et je vais tenter au mieux de vous l'illustrer concrètement pour que vous ayez une image de ce que ça peut représenter pour la personne qui est la victime de harcèlement. Alors, on dit ici ce sont des paroles ou des gestes hostiles qui portent atteinte à l'intégrité psychologique de la victime. Le mot intégrité, qu'est-ce que c'est une intégrité? C'est quelque chose qui a toutes ses parties, quelque chose qui n'a pas été diminué, quelque chose qu'on n'a pas retranché. Alors, on va parler d'intégrité d'un territoire. Eh bien, la personne, psychologiquement, elle se présente, elle est telle qu'elle,
Et suite à différents événements dans les relations qu'elle a avec ses collègues de travail, on lui a retranché des parties d'elle. Et ces parties-là, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. C'est ça qu'on va retrancher, qui est du côté psychologique. Donc, chacun des points. Le premier, empêcher la personne de s'exprimer, lui couper la parole ou même rapporter des propos erronés. L'empêcher de s'exprimer, ça peut être à l'intérieur d'une réunion, ça peut être une réunion téléphonique, où est-ce que la personne n'a pas d'opinion à émettre à ce moment-là, puis tout de suite on lui dit « Quoi, t'as rien à dire? » Au moment où elle prononce son idée, on fait comme « C'est tout ce que tu as trouvé à dire. » On sait bien, hein? Ce genre de propos-là, ou même de dire « Il paraît que tu parles en mal de moi. » La victime peut essayer de se défendre en disant « Non, non, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? » Fais pas l'innocent, fais pas l'innocente, hein? Tu sais très bien ce que tu as dit. Puis pourquoi tu l'as dit? Non, je te jure, je parle pas de rien. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu es méchante puis tu es jalouse. Vous voyez, c'est des agressions. C'est beaucoup du passif-agressif. Là, en rajoutant des mots, on est dans l'agression. Le passif-agressif, faire sentir la personne mal, qu'elle a fait quelque chose de mal. OK. Donc, on va avoir cette partie-là là, qui peut se retrouver très insidieusement dans les contacts. Puis ces contacts-là, ils vont être pas toujours publics. Au début, ça va être plus une personne par rapport à une autre. Okay. Dans les groupes de travail, il va y avoir très souvent des personnes qui vont prendre le leadership, mais le leadership négatif. Et puis les personnes qui prennent le leadership négatif, elles vont se mettre, pour ne pas se mettre les autres à dos, elles vont se les allier contre une victime. Puis ceux qui s'allient à elles, eh bien, c'est parce qu'elles ont peur d'être la victime. Je ne sais pas si vous voyez un peu le portrait. Je veux dire, tu as la méchante. Bien, la méchante, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'entreprise, eh bien, elle l'attaque. Les autres font la même chose ou ne défendent pas la victime parce qu'ils se disent, au moins, elle me laisse tranquille. C'est un petit peu ça. Donc, ça fait partie du scénario. Puis même, il y en a qui vont carrément, ces leaders négatifs-là, arriver à entraîner les autres dans leur sillage pour blâmer la nouvelle arrivante, puis la pousser justement à commettre des erreurs parce qu'elle est trop tendue, parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle a peur. Elle a peur de parler, elle a peur de mal agir. Ça fait partie là, de la problématique du harcèlement. Ensuite, isoler la personne, ne pas l'inviter à une réunion importante, ne pas lui faire prendre part aux activités sociales de l'entreprise, réduire son espace de travail au minimum et dans un endroit inapproprié. Là, il y a beaucoup d'éléments. Hein. Isoler la personne, il y a plusieurs façons, des façons physiques qui sont très évidentes, comme justement quand on lui trouve un bureau, où elle avait un bureau, mais on la déplace. Hein? On la déplace. Puis des fois, là, c'est l'espace physique qu'on lui donne, c'est un espace qui est inacceptable. C'est comme un garde-robe ou très proche d'une porte de sortie si le message passe quand même. On va leur dire, regarde, tu es dans un couloir, puis la sortie est à côté. Donc, les collègues ou le boss, parce que ça peut être le patron, le boss fait un envoi à tout le monde pour une réunion très, très, très importante qui se tient dans l'après-midi. Donc, il l'envoie la veille, il l'envoie à tout le monde, sauf à cette personne-là. Donc, elle se trouve que, elle manque la réunion ou elle arrive en retard à la réunion parce qu'à un moment donné, elle cherche ses collègues. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis à la réunion. Comment ça, tu n'étais pas à la réunion? Oui, mais je n'ai pas su qu'il y avait une réunion. Ben oui, mais on en a parlé. On avait parlé la semaine passée puis que ça devait être aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas eu le courriel. Courriel, pas courriel. Tu savais qu'on devait avoir une réunion après-midi. Tous les mercredis, habituellement, on a des réunions. Tu avais juste à t'informer. Si ça va être des choses comme ça, donc, je dis réduire son espace de travail au minimum, oui. Ne pas lui faire prendre part aux activités sociales de l'entreprise. Il y a un événement, on veut célébrer la venue d'un enfant dans la vie d'un de nos collègues.
Bon, ils se font un beau petit 5 à 7, passent une carte où tout le monde ramasse de l'argent, vont acheter un cadeau, vont célébrer. Puis, tu es la seule personne qui n'a pas été convoquée à ça. Tu l'apprends, bien sûr, par la suite. Bon, tu n'étais pas là, encore une fois, tu n'étais pas là. Ou tu vas demander, toi, pourquoi vous ne m'avez pas invité? J'aurais aimé ça y aller. La seule réponse, c'est, ben, tout le monde était au courant, là. Informe-toi, là. C'est un peu ça. C'est toujours lui faire sentir que c'est à elle de s'intégrer si elle veut qu'on l'accepte dans le groupe. Ridiculiser intimement et publiquement la personne. Ça peut commencer par l'intimidation un à un. L'intimidateur, par rapport à sa victime, va passer des commentaires, par exemple, c'est pas une tenue à avoir quand on travaille comme avocat, par exemple. Ou tu te comportes comme un enfant de la maternelle. Bon, il va lui passer des mots comme ça, puis étant donné que cette personne-là, pour l'intimider, perçoit cette personne-là en position d'autorité, parce que souvent, c'est parce qu'on vient d'arriver dans une entreprise, même ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est même plus vieux que l'intimidateur, mais qui vient d'arriver, hein, tout de suite, on le prend à la gorge, et bien c'est ça. Donc, répondra pas. Au départ, ne va pas répondre à ça. Donc, ça va être fait intimement, mais à un moment donné, cet individu-là peut s'allier d'autres personnes, puis là, ils vont s'y mettre à plusieurs pour ridiculiser la personne, la cible. Il devient le souffre-douleur du bureau. Quand dans le fond, cette personne-là est quelqu'un qui est très compétent. Hein? N'oubliez jamais que la personne qui est victime de harcèlement, pourquoi elle est victime de harcèlement? C'est parce que c'est une très bonne personne, elle est très travaillante, elle est très efficace, elle est performante, et puis il y a bien des gens qui vont jalouser ce qu'elle a, ce qu'elle dégage. Puis pour arriver à détruire ça, ben, il n'y a rien de mieux que de l'attaquer dans son intégrité psychique. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça, ridiculiser ses opinions, ses commentaires, des idées qu'elle va avoir pour innover. Hein? Tout de suite, on va la mettre à sa place, là, regarde. Pour qui tu te prends pour dire des affaires de même? Un autre élément, faire des demandes contradictoires, faire des demandes irréalistes ou excessives. Pourquoi? Pour pousser la personne à commettre des erreurs. Et les demandes contradictoires peuvent être une faite par écrit, par rapport qui est contradictoire à celle qui est faite oralement. Alors là, la personne ne sait plus. Est-ce que je prends la dernière information qui a été faite orale ou je me fie à ce qui a été mis par écrit? D'une manière ou d'une autre, elle va se tromper parce que quand elle va poser le geste ou répondre à la demande qui était contradictoire, eh bien, la personne qui a fait cette demande-là va dire « Mais non, je te l'ai demandé, je te l'ai écrit, qu'est-ce qu'il fallait faire? » Ouais, mais tu m'as dit autre chose l'autre fois. Ouais, mais regarde, c'est quoi qui importe? C'est ce qui est écrit. Hein? Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'était une suggestion que je t'ai faite verbalement. Toujours faire sentir la personne comme celle qui n'a pas compris, est trop niaiseuse, trop innocente pour comprendre ce qu'on lui demande. C'est comme ça que la personne, elle va se sentir. Puis elle va aussi, effectivement, à un moment donné, se mettre à faire des erreurs. Elle va se mettre à douter, avoir des problèmes de concentration. Parce qu'elle est toujours en train de se poser la question, est-ce que je fais bien les choses?
Il y a 5 éléments constitutifs qui sont identifiables dans le harcèlement psychologique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la conduite vexatoire. Vexatoire, pensez à « je suis vexé ». Je suis vexé. Ça veut dire « je suis blessé ». Je suis blessé dans mon amour-propre. Donc, on s'en prend à moi et ça me fait mal. On dit des comportements qui sont répétés. C'est pas juste une fois, parce qu'il peut y arriver qu'on ait des, comme on dit, des prises de bec avec un, en particulier, un de nos collègues. Tu sais, on n'a pas tous des atomes crochus avec tout le monde, là. Mais il est arrivé une fois. Mais là, c'est de nature répétitive. La personne, carrément, elle s'acharne sur toi pour des petits détails. Ça peut aussi être, dans le harcèlement psychologique aussi, une conduite isolée qui est grave. Donc, qui a amené la personne à vivre quelque chose qui l'a humilié profondément. On dit qu'il y a un caractère hostile non désiré. Bon, l'hostilité, c'est jamais désiré, là, mais ça fait partie des critères quand même dans ce temps-là. Donc, on sait que la personne qui attaque, elle le fait avec... Vous savez la différence entre agression hostile et agression instrumentale? L'agression hostile, c'est simplement pour faire du mal. L'agression instrumentale, c'est pour obtenir quelque chose d'autre. Si on s'attaquait à une personne parce qu'on veut avoir son poste, on pourrait parler d'agression instrumentale. Dans le cas de hostile, c'est vraiment... on peut avoir les deux, hein? Ça peut être instrumental et hostile. Dans ce cas-là, ça va être ça. Si je veux sa place, puis qu'en plus... cette personne-là, j'ai décidé que je la méprisais pour avoir sa place. Elle a tout le cocktail pour être détruite de l'intérieur, qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité physique et psychologique. Ou psychologique. Intégrité physique, c'est parce que ça devient épuisant. La personne a vit tellement de stress qu'elle a de la difficulté à dormir. Quand je vous parlais de difficulté de concentration, bien sûr, la difficulté de concentration, c'est parce que ça roule tout le temps dans sa tête. Elle essaie toujours de s'ajuster ou elle a toujours peur de qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui en se levant le matin. Donc, on voit qu'il y a de l'anxiété s'installe et la dépression s'installe. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un milieu de travail qui est vraiment néfaste. Quand je vous dis que c'est même pervers, c'est le cas. Pour vous illustrer ça concrètement, je vais prendre une expérience personnelle. Depuis le début du PowerPoint, j'ose pas en parler, mais bon, allons-y. J'ai été victime de harcèlement psychologique, quand j'ai commencé à enseigner au cégep. Comme jeune professeur. Ça a commencé très, très tôt. Lors d'une première réunion qu'on avait eue en département, un des collègues, j'avais sorti une idée. Pour moi, je me disais, bon, pour que l'enseignement soit plus intéressant pour les étudiants, il faut justement y aller avec des exemples concrets. Arrêter de ne parler que de la théorie, puis des grands modèles théoriques, puis aller avec le concret, puis des expériences de la vie. J'ai tout de suite d'expérience de la vie. Alors, un des collègues, tout de suite, me répond, « Mais qu'est-ce que tu connais à la vie, toi? Quel âge que tu as? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Puis tu es en train de nous dire que tu veux nous dire c'est quoi la vie? » C'était comme un coup de poignard. Mais à cette époque-là, j'avais quand même une très bonne confiance en moi. Alors, j'ai répondu tout simplement, « Mais vous, monsieur, est-ce que vous avez accouché? » J'avais eu un enfant. Est-ce que vous avez accouché? Alors, il vous manque un petit bout de la vie que vous ne connaissez pas. J'ai été capable de répondre à cette personne-là. Alors là, ça s'est calmé pour un petit bout de temps, mais ce n'était que partie remise. Alors, avec cette personne-là, ça s'est résorbé. Mais c'est revenu. Il y a une autre personne qui, à un moment donné, s'est mise à m'attaquer, me disant que ses étudiants disaient que je parlais en mal d'elle, que je racontais des mauvaises choses par rapport à son enseignement. Dans les faits, ce qui est arrivé, c'est que nos cours se donnaient en même temps, c'était les cours similaires. Et puis, les étudiants de sa classe se vidaient carrément. Puis à cette époque-là, il n'y avait comme pas une limite. Le professeur ne pouvait pas dire « j'en veux pas tant d'étudiants », mais les étudiants disaient « ah, je change de classe ». Puis, il n'y avait même pas le loisir de dire aux personnes qui changeaient, de dire « c'est parce que j'ai un conflit d'horaire ». C'était même pas un conflit d'horaire. Nos cours, ils étaient en même temps. Alors, carrément, ils passaient d'une classe à l'autre parce que leurs amis étaient dans leur classe. C'était ça la raison. Alors, elle se retrouvait à un moment donné, il ne restait plus que 6 étudiants dans sa classe. Alors,
elle s'est mise à m'attaquer, bien sûr, tu sais, c'est de ma faute, je parle en mal d'elle, plutôt que de regarder sa propre compétence. Puis moi, je ne pouvais pas la juger. Alors, c'est ça. Quand elle m'est arrivée en privé, en me disant ça, j'ai dit, comment je pourrais juger de je suis pas dans tes classes, moi j'ai rien à dire. Je dis, pourquoi je dirais ça? Elle dit, tu sais très bien ce que tu as dit. Non, j'ai rien dit, tu le sais. Arrête de faire l'innocente. C'était le genre de remarque que j'ai eue. Dans les corridors, eh bien, quand je la croisais, elle faisait exprès de me donner des coups de coude. Tu sais, c'est même physique, là. Elle te pousse, elle me poussait dans le coin. Quand elle me faisait exprès de m'accrocher ou me jeter des regards, là, des regards foudroyants. Là, je baissais les yeux, tu sais, comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on baisse les yeux, là, j'y pense, le moton me revient. Dans les réunions, tout à fait. Si je parlais quelque chose, c'était niaiseux, qu'est-ce que je disais. Vu que j'étais la nouvelle arrivée, à répéter, puis pendant plusieurs années, j'étais 14 ans précaire. Donc, je n'avais pas de sécurité d'emploi parce qu'il n'y avait pas de tâche pour moi. Et à chaque année, madame prenait le temps, lors d'une réunion, de répéter à tous les collègues, je dis, c'est une madame, on va finir par la trouver. Non, 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 faites pas ça. Et puis là, et puis là. Prenez la peine de dire, bon, ben là, il faudrait évaluer Marjolaine, hein? On n'oublie pas, c'est notre rôle de savoir si elle fait bien son travail, si on la garde dans le département ou si on la met dehors. Elle appelait vraiment ces mots-là. Et les autres collègues étaient vraiment terrorisés par elle, de toute évidence, parce qu'ils suivaient tous comme des petits moutons. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'une année, j'ai amené mon garçon. Mon fils était handicapé, mon fils est décédé. Mon fils était lourdement handicapé et je l'avais amené en classe parce que c'est un déficient intellectuel profond. Il y avait de multiples handicaps. Et donc, je l'avais amené en classe. C'était dans un cours de technique d'éducation spécialisée parce que c'était le bout où on parlait justement, des déficiences intellectuelles et des incapacités de certaines personnes. C'est ça, j'avais des étudiants en TES et en TTS. J'avais amené mon petit bonhomme et ça avait été vraiment, vraiment chouette. Les étudiants, il y a beaucoup d'étudiantes aussi. Tout le monde voulait prendre mon petit garçon. Ah, je veux, c'est à mon tour. Il y avait 4 ans à l'époque, mais bon, cet enfant-là, il marchait pas, il parlait pas, il voyait pas, mais c'est une petite douceur. Donc, il se passait le petit bébé comme un ballon de foot, mais tout doucement. Je l'appelle le petit bébé. Donc, ça avait été une journée merveilleuse. Puis pour moi, ça avait été très, très complexe de l'amener parce qu'il y a des soins particuliers, il nourrit par une stomie. En tout cas, ça avait été... Puis je devais partir d'Amos, je vous mettre tout ça vite, vite, vite comme ça. Alors, quand je suis retournée chez moi, j'étais heureuse et j'ai eu des comebacks des étudiants comme « Wow, c'est merveilleux ». Nous avons eu la semaine suivante une convocation réunion d'urgence par la Madame X pour parler de ce que j'avais fait en classe, que c'était en dehors du cadre de déontologie, que j'avais fait quelque chose de mal, que j'avais pu, parce que j'avais amené ça. Elle a dit, bon, elle a amené son fils, elle a amené ça devant les étudiants. Elle dit, elle les a peut-être traumatisés. Qui voient un enfant, une chose comme ça, ils sont pas prêts à vivre ça, puis elle leur a imposé ça. Puis le père dit, le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas demandé à son fils, hein, si ça y tentait, lui. Si ça avait été sa grand-mère qui est Alzheimer, hein, elle l'aurait-tu présenté comme ça à la classe, l'exhiber comme dans une foire? Hop là! Là, tous les autres personnes de la réunion d'urgence, OK? Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se rallier à son opinion, mais sans le dire, ouais, peut-être. Faut pas faire ça. Bon, puis j'ai quitté avant même la fin de cette réunion-là. Je suis sortie, bien sûr, en larmes. Et puis, je suis retournée la semaine suivante pour travailler. Et j'ai pas démissionné, mais je suis tombée en congé maladie. Parce que c'était cumulatif. Je suis partie en arrêt maladie. Quand l'arrêt maladie a terminé, la session était terminée. Et l'automne suivant, j'ai démissionné du cégep. J'ai démissionné, je me suis trouvé un autre emploi. Parce que j'avais trop peur. J'étais terrifiée. Là, j'ai une petite boule dans la gorge. Ça va passer. Tu sais, des fois, revenir, je rumine plus cette expérience-là, mais juste de se remettre les images en tête, et puis ça va. Les choses, on n'oublie pas, mais on est renforcé. Après ça, on est renforcé. Tu dis, mais tu es retournée au cégep? Oui, bien sûr. Je suis retournée quand cette personne-là
a pris sa retraite et merveilleusement, c'était comme m'amener quelque chose sur un plateau d'argent. C'était une permanence qu'on m'offrait. Alors, je suis revenue, puis depuis ce temps-là, je suis très heureuse. Le harcèlement discriminatoire. Eh bien, celui-là, il est basé sur le fait que les personnes ont des caractéristiques qui font partie de leur identité et qui ne correspondent pas à la norme selon le milieu. Et puis, les gens autour vont s'en prendre à cette personne-là et procéder avec les mêmes types de harcèlement que ce qu'on a vu précédemment. Donc, ça peut être basé sur le genre, d'être un homme ou une femme. L'exemple que je peux vous donner, j'ai eu une cliente, il y a quelques années, qui est ingénieure civile, et elle travaillait sur un chantier de construction qui était dans le Grand Nord, et tous ses collègues étaient des hommes. Étaient tous des hommes, et puis ces hommes-là n'acceptaient pas de se faire diriger par une petite jeunette, parce qu'elle était fraîchement sortie de l'université, et en plus par une femme. Donc, elle a vécu beaucoup de dénigrement, beaucoup de railleries par rapport à elle. Carrément, là, on la ridiculisait dans différents contextes. Elle a dû quitter l'emploi, parce que ça ne lui donnait rien de poursuivre. Ce milieu-là était beaucoup, beaucoup trop toxique pour elle. Elle avait perdu sa confiance en elle-même, puis elle faisait des erreurs. C'est ce qu'elle disait aussi. Elle faisait des erreurs, elle ne dormait plus. Elle avait même des problèmes avec son conjoint. Parce que les autres hommes partaient des histoires qui la concernaient, étaient victimes, bien sûr, aussi de harcèlement sexuel. Alors, non, la seule chose à faire pour elle était de quitter le milieu d'emploi, parce que même l'employeur ne la supportait pas dans son combat, si on veut. Alors, le genre, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité religieuse, oui, la condition physique ou l'apparence physique peuvent être en jeu. Dans cette compagnie-là, cette personne-là qui aurait les compétences pour travailler, par exemple, à l'accueil des clients, être à la réception, ben, on ne lui donne pas ce poste-là parce qu'on juge qu'elle n'est pas une bonne image pour le client. Il faut que quand il arrive à la boutique, on veut qu'il voit une belle jeune femme attrayante si on veut qu'il achète nos produits. Donc, la personne qui serait en surpoids ou pour laquelle on trouve qu'elle ne correspond pas aux critères, ben, on va la mettre de côté. On ne lira même pas son application. Parce que même la discrimination dans l'embauche, il y en a en. S'il vous plaît. Puis une fois que les personnes sont embauchées, ben, ça continue. Ou on va les changer de poste. Ça, c'est encore plus blessant pour l'estime de soi. La dame a été engagée à ce poste-là, mais là, on la déplace parce qu'on juge que à cause de tel type de trait ou tel type de particularité, je vous dirais, eh bien, on la déplace, ça va nuire, ça peut nuire à nos affaires. C'est aberrant, c'est aberrant. L'âge aussi est une problématique. 50 ans, ben trop vieux, hein? Ben, vous dire qu'il y a de l'expérience, là, mais il n'y a pas toutes les nouvelles connaissances. Ça va tellement vite aujourd'hui. Non, regarde. Il y a des personnes qu'on va mettre à pied simplement à cause de l'âge. Essaye de te faire embaucher après ça quand tu as été mis dehors d'une entreprise que ça fait des années que tu travailles, mais que là, on a déterminé que tu n'es plus apte. Pourtant, cette personne-là, elle se sent très apte, elle voudrait poursuivre. C'est un travail dans lequel elle s'investit beaucoup, puis c'est ça qui la rend heureuse. Il y en a que leur identité est toute basée sur leur travail. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, mesdames et messieurs. Votre identité ne doit pas être que le travail. Parce que le jour où il vous arrive quelque chose comme ces personnes-là, que l'on remercie, au revoir, on te donne ta petite montre, là, ça fait, je sais pas, 30 ans que tu travailles, là, petit cadeau, même pas de petit party parce que on n'a pas les moyens cette année. Là. Alors, bye bye! Donc, il ne faut pas remettre toute notre identité sur ça. Il faut se bâtir des. Je préparais une retraite à se bâtir des loisirs, quelque chose. Là. Pas en rester là, mais c'est ça. Il y en a qu'en fonction de l'âge, on va les priver même de monter des échelons. C'est pas une bonne image pour nous. Troisième catégorie,
Donc, on avait le harcèlement psychologique, on avait le harcèlement discriminatoire. Vous avez vu tantôt que même dans le harcèlement discriminatoire, on a du harcèlement psychologique. La seule condition, c'est que c'est basé sur une partie de l'identité de l'individu que les autres n'acceptent pas, tout simplement. Donc là, on est rendu au harcèlement sexuel au travail. Puis encore là, dans le harcèlement sexuel au travail, on a du harcèlement psychologique qui s'inscrit à l'intérieur. La particularité ici, c'est que ça tourne autour de la sexualité. On sexualise les contacts avec cette personne-là. On la fait sentir désirable ou on la fait percevoir comme étant quelqu'un d'accessible sur le plan de la sexualité. Puis ça, c'est non désiré par la personne. Elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas être perçue comme un objet sexuel qu'on peut utiliser. Autrefois, on parlait, il y avait un terme qu'on employait qui s'appelle la promotion canapé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'était l'idée qu'on avait, c'était la secrétaire de direction ou la jeune secrétaire qui devenait secrétaire de direction après avoir couché avec son patron dans le bureau du patron sur le canapé. Donc, parce que dans un bureau d'un patron qui est meublé comme un loft, promotion canapé. Donc, ça, c'est l'image qu'on a, c'est que je dis la femme objet, mais il y a des hommes également qui ont été des victimes de harcèlement sexuel au travail, et c'est extrêmement pénible à vivre et aussi à dénoncer. Pour les hommes, je vous dirais que c'est encore plus difficile. Parce qu'un homme de dire qu'il a été abusé sexuellement, qui a été agressé sexuellement, t'es un homme, défends-toi, là. Hein? Franchement, c'est le niveau de difficulté. On ne peut pas recenser le nombre de personnes qui ont été victimes de harcèlement, puis on va minimiser l'importance. C'est pas si grave que ça pour un gars. Voyons, tous les gars, ils aimeraient ça que leur patronne leur saute dessus. C'est pas la réalité. Voici un exemple de harcèlement sexuel non verbal. Monsieur se place derrière, faisant semblant qu'il est en train de répondre à des messages sur son téléphone cellulaire, alors qu'en fait, il est en train de prendre une photo du joli petit fessier de sa collègue de travail. Un élément parmi tant d'autres qui va nous amener à parler de ce qu'est le harcèlement sexuel au travail, le reconnaître et lutter contre cette problématique. La définition du harcèlement sexuel, eh bien, vous allez retrouver les mêmes caractéristiques, sensiblement les mêmes caractéristiques que dans le harcèlement psychologique ou harcèlement moral. Eh bien, la petite touche qui est rajoutée, eh bien, c'est l'aspect sexuel de la chose. Et ce qui est l'aspect sexuel, ça va dans le sens de domination. C'est ce qu'on essaye de faire sentir à la personne dans le harcèlement sexuel. Je le domine ou tu es un objet sexuel à mes yeux. Donc, ça va être des paroles, des gestes, des comportements et des contacts physiques qui ont un caractère sexuel envers une autre personne. C'est pas la petite tape dans le dos ou le petit coup de poing sur l'épaule quand quelqu'un fait bien quelque chose, là. Non, c'est de façon délibérée. Cette personne-là cherche à communiquer son propre besoin et désir sexuel par rapport à cet individu-là en attente d'une réponse. Une réponse favorable ou défavorable, mais dans le cas du harcèlement, c'est clair que la personne, c'est pas dans son souhait d'engager la suite du contact avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on parle de harcèlement. Parce que je ne vous dis pas que dans certains milieux, il y a des couples qui se forment d'ailleurs au travail. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans leur milieu de travail. Il y a beaucoup d'infidélités qui se font par rapport au fait qu'on a rencontré quelqu'un dans le milieu de travail. Quelque part, il y a eu contact physique, il y a eu séduction, mais là, on n'est pas de l'ordre de la séduction. Dans le harcèlement
sexuel au travail, il y a un prédateur et une proie. Là est la différence. On ne se courtise pas. C'est donc dire que la conduite, elle est non désirée pour la personne qui la subit, devient victime de toucher, de regards, de paroles qui lui sont adressées, mais qui lui font vivre un malaise très, très, très important sur le plan de son intimité. C'est très intime, la sexualité. Donc, on dit que c'est une conduite qui est généralement répétée. Pour ça qu'on peut parler de harcèlement. En temps normal, harceler quelqu'un, c'est répétitif. Mais on parle aussi, ça peut être un seul acte grave. Pourquoi juste un acte devient un harcèlement? C'est qu'il y a eu plusieurs petits signaux avant, mais que la personne n'a pas jugé bon d'analyser sous l'angle du harcèlement. Elle n'a pas vu comme tel, et puis ça a amené l'autre personne à prendre pour acquis qui se donnait le droit de carrément de violer sa secrétaire. Ou la patronne de sauter sur son employé et puis de lui mettre les mains dans les pantalons et let's go, de l'embrasser, de le jeter sur le sol. Vous voyez un peu la scène, là? Bon, pourquoi? Bon, elle a décidé que c'était à ce moment-là une conduite quand même grave. On peut quand même l'inclure à l'intérieur du harcèlement sexuel, même si on dit que c'est une agression sexuelle. Donc, il y a des signaux qui ont possiblement été envoyés, mais qui n'étaient pas assez évidents pour la personne, ou qu'elle s'est dit non, c'est pas là, je n'étais pas vraiment harcelée à ce moment-là, parce que je répondais, c'est ça un petit peu la difficulté, parce que je répondais positivement à ce qu'on me disait. Même si au fond d'elle, la personne se dit, je joue un jeu dangereux, si je dis, ah, c'est correct, tu mets la main sur l'épaule, c'est correct, ou carrément, le patron pose la main justement sur l'épaule puis lui dit, est-ce que ma main te dérange? L'employé peut dire, non, c'est correct. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle sent l'enjeu. Si je lui dis, ouais, je ne suis pas à l'aise, enlève ça de là, est-ce que ça va nuire à son travail? Est-ce que ça va nuire à la relation professionnelle? Elle se pose tout de suite la question, le fait qu'il s'appuie comme ça sur moi, est-ce que pour lui, donc ça veut rien dire? Il m'a dit, est-ce que ma main te dérange? Vous voyez, il y a tout ça qui fait que ça s'avance tout doucement, puis la personne sait qu'il y a quelque chose de pas normal, mais ne dit rien. Et puis là, arrive l'événement fatidique, parce que c'est un geste grave qui est posé. Alors, c'est même dans ces situations-là que l'agresseur va se dire, ben non, elle a toujours été d'accord, elle a toujours été disponible. C'est très, très, très insidieux. Très insidieux, le harcèlement sexuel. Dernier point, conduite qui a un effet néfaste sur l'emploi. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences directes? Il y a des conséquences directes et indirectes. Conséquences directes, ça peut amener au renvoi de la personne ou à des mesures disciplinaires. Les mesures disciplinaires, c'est pas contre la personne qui harcèle, c'est contre la victime. Oui, on va trouver une façon de lui dire qu'elle ne collabore pas. Et il peut y avoir une suspension, il peut y avoir justement être obligé de faire du temps supplémentaire à rattraper pour X raisons. Ça peut aller très loin. Conséquences indirectes, ben c'est sûr que tu as l'ambiance de travail, qui est une ambiance de travail qui est empoisonnée. Les collègues autour, il y en a qui vont participer. Dans le cas que je vous parlais de harcèlement d'une de mes clientes qui était ingénieure civile, eh bien, c'était toute une équipe de travail qui sifflait, qui lui faisait des avances, mais des avances grotesques. Là. Je ne vous donnerai pas tous les mots, là, mais c'est des avances pour rire d'elle, carrément. Là. Donc, tout ça, ça fait un climat qui est vraiment empoisonné. Et puis, il y a aussi des collègues de travail qui, elles, vont être jalouses de l'attention qui est portée par le patron à cet employé-là. Donc, elle se trouve doublement harcelée. Elle est harcelée par les femmes qui voient qu'elles
pourrait avoir des privilèges parce que le patron est attiré par elle sexuellement. Ils se mettent à la harceler, puis la traiter de tous les noms, se comporter vraiment de façon très désagréable avec elle. Puis en plus, elle est prise avec le patron qui, lui fait subir des contacts, elle subit des regards, des paroles non désirées. C'est vraiment, ça devient un milieu, j'ai toujours le mot, hautement toxique. T'es empoisonné. On trouve ici les exemples de harcèlement verbal. Harcèlement verbal à connotation sexuelle, bien sûr. Bon, des plaisanteries qui dénigrent l'identité et l'orientation sexuelle de la victime. Quand on apprend qu'on a quelqu'un dans notre groupe qui est homosexuel, il y a dans certains milieux où ils vont carrément s'acharner sur cette personne-là. En parlant surtout, ils vont s'adresser à comment ils peuvent vivre leur sexualité. Hein? Par exemple, les gays, les gens vont souvent faire, les gens qui veulent agresser vont faire référence à la pénétration anale pour ridiculiser la personne. Comme si toutes les personnes qui étaient homosexuelles étaient uniquement centrées sur le fait de vivre leur sexualité orientée exclusivement sur la pénétration anale. Je vous ferai remarquer que la pénétration anale, c'est pas juste pour les homosexuels. Il y a des hétérosexuels que ça fait partie de leur pratique sexuelle. Il peut même être une de leurs pratiques privilégiées et préférées. Alors, on repassera pour ce type de plaisanterie mal placée. Ici, l'attention aux remarques inappropriées de nature sexuelle. On peut entendre des commentaires comme « Wow, t'as une belle craque. T'as bien des belles boules. C'est-tu des vraies boules? Je peux-tu toucher? » Et, OK, on sait que c'est inapproprié. Des petits surnoms affectueux. Mon petit lapin, ma petite cocotte, ma chérie. Ma chérie. Ça, je l'ai entendu une personne qui se faisait carrément harceler par sa patronne. Elle lui disait toujours, pas à tout le monde, mais à elle, c'est toujours ma chérie, ma chouette, ma cocotte. Elle en mettait plein, là. Elle disait, oh mon Dieu, j'étais vraiment mal, je suis pas sa chérie, moi, là. Je suis pas sa chérie. Alors ça devient comme, c'est du harcèlement, c'est clair. On peut aussi parler de propositions ou de sollicitations de faveurs sexuelles non désirées, des avances non désirées. Donc, l'agresseur prend pour acquis, se permet et prend pour acquis qu'il peut s'adresser à cette personne-là et lui proposer des services sexuels ou s'imposer pour lui rendre des services sexuels. Ces propositions-là peuvent être faites directement, ils peuvent être faites aussi indirectement par courrier électronique. C'est indirect, c'est direct, c'est la personne, mais elle passe par ça pour lui envoyer des messages, des invitations, des propositions. Viens me retrouver dans 5 minutes à telle place. OK, je vais te faire monter au 7e ciel. Là. Alors ça en fait partie, bien sûr. Même si c'est écrit, c'est verbal pareil. Là. Et les questions de nature intime. Questions de toutes sortes. Ça peut être, t'es célibataire? Ah oui, depuis combien de temps? Ça te manque pas de te faire fourrer une fois de temps en temps? Là, je l'ai mis vraiment dans le vulgaire, là, mais vous pouvez prendre toutes les formulations possibles pour que ça ait un petit peu plus de classe, mais ça n'aura jamais de classe pareil. Ça peut être aussi, justement, toi, parce que tu es célibataire, là, comment tu fais pour passer tes pulsions? T'as-tu ça, tes sextoys? Lequel tu préfères? T'aimerais pas ça, que ça soit du vrai? Moi, je suis disponible. Et, bon, tout est possible. Vraiment. Chez les pervers, tout est possible. Les exemples de harcèlement sexuel non verbal. Cette partie-là, je trouve ça particulièrement intrusif et malveillant. Et ça fait vivre à la victime vraiment un sentiment d'être une proie et d'être moins que rien, d'être perçu comme
euh, un objet sexuel carrément. Donc, les regards osés et intrusifs, que ça soit directement dans le décolleté, là je dis le décolleté de madame, ça pourrait être face à un homme qu'on regarde systématiquement dans la fourche de son pantalon, des gestes obscènes, en voyant passer la personne, faire semblant qu'on est en train de se masturber en la voyant passer, des sifflements, ça on sait que ça n'a jamais eu de classe pour personne, voilà. Autre affaire, affichage d'images, de photos, de matériel obscène. Tu te dis, où est-ce que j'ai affiché ça? Ben, il y en a qui font exprès de mettre ça dans leur bureau et c'est destiné très clairement à la personne qui est soit l'assistante de travail, la secrétaire, peu importe, dans son bureau. Il met ça sur son babillard, des photos pornographiques carrément pour voir comment elle va se comporter en voyant ça. La personne va baisser des yeux, va détourner du regard et pour lui, je dis lui, là, pour lui, ça va être une occasion de souligner le fait que la sexualité l'intimide. C'est pas de la sexualité, ça. La pornographie l'intimide. C'est pas rien de la pornographie qui l'intimide. C'est le harcèlement. C'est de lui faire sentir que je te perçois comme ce que je vois sur mon babillard. Donc ça. Parfois, il y en a même qui vont envoyer des images à la personne. J'appelle ça des images intrusives. Un courrier, tac, il envoie une image pornographique. Ça, je vous dis, c'est des outils qui peuvent servir après quand on a une cause à débattre. Parce qu'on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, ben, c'est la première tentation que vous avez, c'est d'effacer ça. Non, conservez-les dans un dossier secret. Parce que le jour où vous allez avoir à défendre une cause de harcèlement sexuel, l'adresse pas juste l'adresse du destinataire, là, de la personne qui l'a envoyé, elle est présente là-dessus. Et le fameux léchage de lèvres, léchage de baboune, quand il va passer, puis il s'adresse à toi, puis ils le font, en vous regardant, en voulant dire que je te lécherai, là, je ne suis pas un popsicle, mais je te lécherai. Yark! OK, on va changer de rubrique. Elles sont toutes pas intéressantes, anyway. Le harcèlement sexuel physique, ben, ce sont les contacts que l'on dit non désirés, les contacts physiques, attouchement, effleurer la peau, une main qui passe dans le cou rapidement, ou sur une hanche, déposer sa main sur l'épaule, ou prendre quelqu'un par la taille, juste comme pour dire bonjour, une accolade inappropriée. C'est ça, on dit pincement, oui, pincer une fesse. Empoignade, c'est un peu ce que je viens de vous dire, puis des frôlements, effleurements d'un bras, d'une jambe. On est à une table de travail et puis la personne passe son pied sous la table puis frotte le mollet de la personne à côté d'elle. Tout ça, ça fait partie des contacts physiques non désirés. Les caresses, tu dis là, c'est vraiment beaucoup plus évident. Parce que les contacts physiques non désirés qui sont d'ordre des attouchements, ça peut passer au début comme c'est accidentel. Un pincement, non. Quand même, là. Okay, une empoignade, ça dépend encore. Les frôlements, ça peut passer comme c'est accidentel, mais quand c'est répétitif, c'est vraiment destiné à ta personne, c'est très dérangeant. Les caresses, là, c'est vraiment, bon, on est plus que dans le frôlement, là, vraiment, les mouvements au niveau de rentrer la main dans le soutien-gorge, dans le décolleté de quelqu'un, ou vraiment se mettre la main sur le pantalon au niveau de la fourche pour un homme. Pour une femme aussi, remarque, il y en a qui vont faire ça aussi. Assez direct, quand même, comme caresse, hein? Des baisers non désirés. Ou serrer la victime contre un mur ou quelque part comme pour l'emprisonner pour après ça approcher son visage à 2 pouces en sollicitant un baiser, alors que tout le corps est impliqué et collé contre la poitrine de la personne. Donc, quand elle travaille ou quand elle se déplace quelque part, puis que personne n'est là pour observer ce qui se passe, ça, c'est, vous voyez, une espèce de gradation là, dans les approches sur le plan sexuel qui sont physiques. Mais vous vous dites, moi, ça se limite toujours juste à des attouchements, à des frôlements.
Je dois-tu dénoncer? Attendez pas que ça augmente. Attendez pas que ça augmente. Oh, ça fait juste quelques années. Anyway, c'est inacceptable. Faut mettre un stop à cette situation-là. Mais pourquoi on ne met pas un stop? J'ai peur. J'ai peur que ça soit mal perçu. J'ai peur de perdre mon emploi. C'est là que ça bloque. Ou j'ai peur, il y en a qui vont dire j'ai peur, mais peut-être que c'est moi qui est trop prude, là. Dans le fond, là, c'est pas si grave que ça. C'est grave. On n'a pas le droit. C'est l'intégrité physique qui est en jeu, puis l'intégrité psychologique aussi. Parce que n'oubliez pas que la victime devient un objet sexuel pour l'agresseur. Ici, je vous mets les conséquences du harcèlement au travail. Que ce soit le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le harcèlement sexuel, on peut voir apparaître toutes ces problématiques-là. Baisse d'estime de soi, perte de confiance en ses capacités, sentiment d'humiliation, nécessairement, de l'impuissance, je ne sais plus quoi faire. Il y en a qui ne bougeront plus de la situation parce que c'est déjà allé trop loin. Et ils se disent, j'ai laissé faire jusqu'à présent. Comment je vais faire pour me rebeller puis dénoncer la situation? Ça fait déjà trop longtemps. Dans beaucoup de cas, quand il y a des dénonciations, c'est parfois des années plus tard. Pourquoi? Parce que les gens ont laissé aller en se disant, ben, c'est pas si grave, puis j'ai trop peur de perdre mon emploi, j'ai trop peur que ces choses-là se sachent, puis qu'en plus on me fait croire que c'est de ma faute, c'est moi qui provoque. Donc, ils essayent de mettre ça de côté en disant que c'est pas si grave. Ils se retrouvent après ça dans une situation d'impuissance parce que je peux pas nommer ça, je me suis laissé faire pendant toutes ces années-là, je me suis laissé faire. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Bon, irritabilité, c'est sûr qu'au travail, difficile de laisser aller le malaise, mais au quotidien, avec les proches, ça va devenir évident. On dit perte de productivité et taux d'absentéisme élevé. Ben, c'est qu'à un moment donné, tu as tellement peur d'aller au travail, tu as tellement peur, tu sais tellement pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain que tu préfères fuir la situation, trouver toutes les raisons. Même la perte de salaire, le fait de ne pas se présenter, ça devient comme, c'est moins grave que qu'est-ce qui peut arriver. Surtout quand la personne est consciente que le pourquoi le lendemain, elle va être au travail, il va y avoir un événement particulier qui va amener son agresseur à être encore plus en demande. Party de bureau, OK? Ben, elle préfère être malade au party de bureau. Dire que non, son enfant est malade, elle ne peut pas se présenter au party de bureau. Elle va en entendre parler au retour après les fêtes, par exemple. Vous voyez, c'est cette tension-là qui est une tension psychologique qui est vraiment, vraiment difficile à vivre. Dépression, suicide. Oui, il y a des cas de suicide. Il y a des cas de suicide dans harcèlement au travail qui ont été... parce que la personne elle ne voyait plus la porte de sortie par rapport à ça. Puis on n'a pas vu aussi la dépression s'installer chez cette personne-là. Elle a travaillé pour que ça paraisse pas. Puis à un moment donné, et voilà, la personne est arrivée à l'impasse, carrément. Il n'y a plus de porte de sortie pour elle. Il faut que ça finisse. Qu'est-ce que la loi nous dit? Eh bien, la loi oblige les employeurs à fournir aux employés un milieu exempt de toute forme de harcèlement. Donc oui, il y a des politiques qui doivent être faites par l'employeur pour prévenir ces situations-là et aussi intervenir dans les cas où il y aurait des situations comme ça qui seraient soulevées par les employés. La problématique la plus importante, c'est que dans, je dirais peut-être trop de cas, l'employeur, c'est lui le harceleur. Donc, pour reprendre notre expression, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Si l'employé ne se soumet pas à ses exigences, eh bien, il va être mis à la porte. Là, je parle pour ce qui est d'ordre sexuel, mais même quand c'est un type de harcèlement psychologique et que c'est le patron qui s'en prend à cette personne-là parce que lui, c'est
son bouc émissaire, il se défoule carrément dessus, le risque de perdre l'emploi, c'est quelque chose d'extrême pour la personne. C'est son gagne-pain. Sans emploi, il ne sait pas où est-ce qu'il va se retrouver, là. On voit tous les enjeux. L'autre aspect, bien sûr, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est très insidieux. Ça se fait tout doucement, ça se fait tellement insidieusement que la personne est convaincue qu'elle a même contribué à amener son harceleur, à lui permettre d'abuser de lui. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui a couru après, tout doucement, parce qu'il a laissé faire, il a dit c'est correct. Il a cautionné des gestes qui sont inacceptables. Aussi, on va dire, ces situations-là peuvent être confondues avec des conflits interpersonnels. Je vous ai parlé de ma situation. Eh bien, à un moment donné, oui, j'ai dénoncé la situation auprès de ceux qui auraient pu m'aider, mais on l'a traité comme étant des différences d'opinion, des divergences interpersonnelles, des incompatibilités de caractère. On ne voyait pas du tout que moi j'étais pas dans l'agression vis-à-vis de l'autre personne. C'était systématiquement l'autre personne qui était en mode d'agression vis-à-vis de moi. Donc, il y en a, c'est ça, ils ne traiteront pas de dire, ça va se passer, c'est juste, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas. Bon, peu ou pas d'informations sur les comportements, les gestes et les propos qui se veulent inacceptables dans le contexte hiérarchique relationnel. Oups, ça, c'est un gros point. Tu ne sais pas dans quelle mesure ton patron a le droit de te demander ça. Dans quelle mesure il a le droit de dire « Je veux ton numéro de téléphone parce que s'il y a quelque chose au bureau qui ne fonctionne pas, je veux pouvoir t'appeler n'importe quand. Tu dois être disponible n'importe quand. » Puis finalement, il l'appelle à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, la fin de semaine, juste pour, en guillemets, l'écœurer. Voilà. Si vous pensez, vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes victime de harcèlement au travail, eh bien, empressez-vous de vous acheter un beau petit carnet et notez, même brièvement, les faits, ce qui s'est passé. Parce que sur le long terme, c'est ça aussi qui va vous permettre de poser votre jugement, de dire ça, c'est pas normal, et d'aller en parler avec des personnes de confiance. C'est pas toujours les personnes dans le milieu de travail. Et je vous dirais même, c'est à éviter d'en parler. Sauf si vous êtes témoin que quelqu'un vit la même chose que vous et que vous considérez que cette personne-là peut être un allié dans votre démarche. Mais avant de faire ça, notez les choses, les moments, et parlez-en avec vos proches. Parlez-en si vous sentez que vous êtes en train de déstabiliser émotionnellement, puis vous allez consulter, parlez-en à votre psychologue, au travailleur social, parlez-en à la direction de l'entreprise. Si ça touche un supérieur immédiat, mais qu'il y a par exemple, dans cette entreprise-là, il y a le service du personnel, où c'est des personnes qui sont vraiment là pour aider le personnel. Alors, faites des démarches tout doucement de ce côté-là, mais notez les choses. Parce qu'en les notant puis en les relisant, ça va vous mettre en pleine face que c'est ça qui est en train de vous arriver. Puis attendez pas trop longtemps. Attendez pas d'être rendu au point où je me suis rendue, parce que c'est destructeur. On perd beaucoup confiance en soi, puis on a même peur après ça, quand on se retrouve dans un autre milieu, on a peur que ça se reproduise une autre fois. Donc on se présente comme étant plus vulnérable. Et puis parfois, d'être quelqu'un vulnérable, on peut devenir la cible des gens qui sont mal intentionnés. Alors, il faut intervenir très très tôt. Intervenir tôt, vous pouvez le faire, sinon notez vraiment ce qui se passe. Puis il faut en parler, il ne faut pas laisser ça comme ça. Donc l'employeur, il y a des obligations, celle de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel, et aussi du traitement des plaintes. C'est bien beau de dire je vais prévenir ça, je vais parler à mes employés, qu'est-ce que je dis qui est inacceptable. Puis vous faites prendre à défaut si vous posez des gestes comme ça. Mais il faut que la personne qui dénonce cette situation-là
ne soit pas traitée comme une stoule, ou qu'on la traite comme quelqu'un qui a une bulle dans sa tête, qui est à la recherche d'attention ou qui est paranoïaque. Il faut vraiment que ça soit fait dans les règles, puis dans une situation d'accueil, d'ouverture. Donc, tout bon employeur devrait, c'est son obligation. Dans tous les milieux de travail, il y a une obligation de la part de l'employeur d'établir ça. Si dans le milieu où vous vous trouvez, eh bien, le processus de plainte a été traité à la légère, comme si ce n'était pas important, ou que finalement, l'obligation légale n'est pas bien remplie par l'employeur, eh bien, allez vous adresser à la Commission canadienne des droits de la personne ou à la CNESST. Vous allez déposer une plainte à cet endroit-là et ces personnes-là vont vous soutenir pour remédier à la situation. Dans certains cas, la seule solution, ça va être de quitter l'emploi, mais si la trajectoire a été bien suivie, vous êtes allé de l'avant, vous êtes tenu debout, moi je dis se tenir debout, vous êtes tenu debout, vous avez foncé, vous avez fait valoir vos droits, vos droits, hein? Alors, vous pouvez être indemnisé par la CNESST pour ce qu'on vous a fait subir et les pertes financières que vous devez assumer à cause de la perte d'emploi ou de l'arrêt de travail prolongé. Ce n'est pas rien. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand on est rendu dans le fond du baril qu'il faudrait faire ça, puis on n'est pas capable de le faire. Il y a quand même un délai de prescription. Ça va être à vous de vous informer. Ça prend combien de temps? On a combien de temps pour porter plainte? Il y en a qui vont porter plainte un petit peu trop tard. Il aurait pu, mais j'avais pas la force pour le faire, ou je me sentais pas capable de le faire à ce moment-là. Ce qui va vous aider le plus, dans le fond, c'est d'être bien entouré et d'être soutenu par vos proches. Eux vont vous croire, vont vous soutenir, puis d'aller au bout du processus. Vous allez vous en être fiers. Vous allez vous remonter émotionnellement, psychologiquement et physiquement de cette bataille-là et vous allez vous en sortir gagnant. Voici le type de diagnostic qui peut être déposé pour soutenir votre demande de réclamation. Demande de réclamation qu'on dit en vertu de la loi sur les accidents et les maladies professionnelles. Ce qu'il peut y avoir inscrit: anxiété situationnelle, troubles d'adaptation, dépression caractérisée, troubles stress post-traumatique. Vous remarquerez que j'ai placé ces éléments-là en ordre croissant, dans le sens où est-ce que quand on voit troubles stress post-traumatique, c'est extrêmement grave. On dit dépression caractérisée également. Là. Trouble stress post-traumatique, ça laisse des séquelles sur le très long terme. Okay. Donc, pour en arriver à ce diagnostic-là, eh bien oui, il va y avoir eu des étapes qui ont été franchies, un travail de terrain qui a été fait, une investigation et l'accompagnement avec les professionnels de la santé mentale qui vont vous accompagner et qui vont se présenter aussi en cours pour débattre. Ça peut être en cours pour débattre ce genre de situation-là. Parfois, ça va se régler simplement par des consultations téléphoniques avec l'intervenant en santé mentale et le médecin. Et puis, ça va être suffisant pour que la demande soit acceptée, accueillie et acceptée. Et parfois, ça peut aller à un niveau supérieur qui peut être jusqu'à une demande en cours, de règlement en cours. On ne se le souhaite pas, mais quand les dommages sont importants, c'est bien d'aller loin. D'aller loin, oui. Nous allons conclure avec la question qui vous trotte en tête. Et toi, Marjolaine, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous dis quoi faire, mais toi, tu as tout fait ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, j'ai pas tout fait ça. J'ai abandonné avant, j'ai quitté avant. Et je le regrette. Je le regrette, je me suis carrément sauvée. Ça m'a sauvée de me sauver, ça c'est une bonne chose. Pourquoi je ne suis pas allée plus loin?
dans ce processus-là pour arrêter ça, pour continuer à travailler dans le milieu que j'aime, puis arrêter de me faire harceler, c'est que j'ai eu des mauvaises réponses de personnes que je pensais qu'étaient les bonnes personnes. Je me suis adressée à mon syndicat des enseignants et la réponse plate qu'on m'a donnée, ils m'ont dit, étant donné que tu n'es pas permanente, on ne peut pas te soutenir dans ta démarche de vouloir faire reconnaître que tu es victime de harcèlement au travail. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai arrêté là, j'ai continué de subir. Voilà. Il ne faut pas arrêter dès que quelqu'un te dit non, on ne peut pas t'aider pour X raisons. On doit se faire soutenir par notre employeur, sinon on va aux normes du travail. On se fait écouter, tout simplement. Aujourd'hui, je vis bien avec le fait que je ne suis pas allée plus loin. Je suis en paix avec ma fragilité de l'époque, mais tout ce que je vois, c'est que j'avais attendu trop tard. Il s'est produit une autre situation ces dernières années où il y a eu récidive, mais pas avec les mêmes personnes. À ce moment-là, j'ai un de mes proches qui m'a dit, bon, c'est ta personne qui te harcelait, c'est sa réincarnation. Elle vient de se réincarner à l'intérieur d'une autre personne, d'un autre enseignant. Là, j'ai revu le pattern recommencer, vraiment, à se reproduire. À ce moment-là, tu te poses la question, tu te dis, non, c'est-tu moi le problème? C'est-tu moi le problème? Non, c'était pas moi le problème, parce que je suis allée directement aux ressources humaines et nous avons procédé à une consolidation, une démarche de consolidation, et ça l'a complètement réglé la situation. Ça l'a mis la personne potentiellement agresseur, ça l'a recadré pour qu'elle réduise ses interventions face à moi, ces interventions qui étaient du dénigrement carrément. Alors, est-ce que je suis exempte de ça jusqu'à la fin de ma carrière? Je croirais que oui. Mais la question que je me pose, est-ce que je dégage quelque chose qui fait qu'on peut abuser facilement de moi? C'est possible. C'est possible. Alors, on dit jamais 203. Non, souhaitez-moi pas ça une autre fois. Là, je vais très bien. Je vais très bien. Puis c'est grâce à vous autres que je vais si bien. Bonne journée.